この洞窟は今から約100年前、ある巨人の力で作られた。あの三重の壁もその巨人の力だ。巨大な壁を築くことで人類を守ったのだ。そしてその巨人の力は人々の心にまで影響を与え、記憶を改ざんした。Le sixième arc de SNK est l'un des tournants majeurs de l'histoire. S'étendant des tomes 13 à 17, ce qui correspond à la première partie de la saison 3 en animé, cette partie a autant surpris qu'elle a pu désarçonner les lecteurs. Arc exclusivement tourné vers des questions politiques et l'opposition du bataillon d'exploration au gouvernement, les titans disparaissent durant la quasi-totalité de l'arc pour être remplacés par les brigades centrales. Aux thématiques de la survie liées à l'aspect survival du récit, Isayama substitue les questions de politique et de morale, déjà en filigrane dans les arcs précédents. La peur du monstre est remplacée par la peur de l'autre, la question de la survie devenant une question politique, car explicitement liée à la question du gouvernement, de sa finalité et de ses moyens. Dans cet arc, Erwin Smith décide de lever le voile sur le mystère qui entoure la famille royale, après qu'on ait appris qu'Historia Reis, autrefois Crystal Lens, est en réalité la fille naturelle de Rod Reis, le véritable roi. La lignée officielle des Fritz n'est en réalité qu'un camouflet, alors que les Reis gouvernent dans l'ombre, semblant être liés eux aussi aux Titans. Alors que le mystère s'épaissit, le gouvernement déclare ouvertement la guerre au bataillon d'exploration, déclaré hors la loi. Une guerre civile éclate au sein des murs, dont l'enjeu principal sera Eren et Historia, voire l'avenir de l'humanité entière. Ce sixième arc est déstabilisant sur plusieurs points. Déjà, le fait de ramener les titans en arrière-plan est une décision osée, surtout pour un arc narratif qui s'étire sur 4 tomes, soit plus d'1 an de parution. Cette décision fut d'ailleurs critiquée car on perdait selon certains l'essence du manga. Or, avec le recul, on comprend bien qu'Isayama ne fait qu'étendre ces thématiques en prenant une autre voie. Ainsi, on retrouve les thématiques liées à la morale, à l'oppression et à l'aliénation, tout en se plongeant dans un contexte plus politique, voire révolutionnaire. La morale revient en force de par cet affrontement avec l'autre. Il ne s'agit plus de combattre des titans, mais d'autres hommes qui eux aussi semblent persuadés d'être du bon côté. Pourtant, il va falloir blesser, voire tuer pour réussir. Ces questions sont incarnées comme d'habitude par le personnage de Jean, qui soulève clairement le problème moral de la situation, qui hésite et a du mal à retourner ses armes contre ses frères. Et attention, car Isayama ne semble pas trancher. Au-delà de cette confrontation, l'arc aborde des sujets plus matures, poussant toujours plus loin l'ambiguïté morale, jusqu'à nous faire assister à des scènes de torture explicites, dont une orchestrée par Levi Yancy. On retrouve au passage la thématique de la banalité du mal avec le personnage de Sanef, un agent du régime qui n'hésite pas à assassiner et torturer pour le bien de l'humanité. D'un autre côté, les motivations de chacun ne semblent pas forcément vertueuses des deux côtés, que cela soit pour Erwin qui souhaite accomplir son rêve, Zackley qui veut assouvir ses penchants sociopathes, ou Rod qui veut retrouver son pouvoir. Cette ambiguïté morale est incarnée par des personnages comme Dimo Reeves, Kenny ou Historia. Jamais le manga n'a jamais été aussi flou moralement. Erwin, qui met en place la chute du gouvernement, reconnaît lui-même sa potentielle erreur, prêt à être sacrifié si le gouvernement est capable de justifier sa position. Et par ce biais, on retombe sur la question de l'oppression, cette fois-ci d'un point de vue concret et politique. Le gouvernement exerce une répression via sa police secrète, torturant et assassinant ses opposants. On apprend ainsi que le père d'Erwin, mais aussi les parents d'Armin, ont été assassinés parce qu'ils étaient dangereux pour l'ordre établi. Mais Erwin lui-même soulève la possibilité que cela pourrait être légitime au nom de la sécurité du genre humain. Dans cette première vidéo consacrée à cet arc, on va essayer justement de questionner en quoi cette position peut être légitime. Depuis le début de ces vidéos, je fais le lien entre SNK et les tests classiques liés à la philosophie. Mais jamais le lien n'a été aussi fort que dans cet arc, au point où l'on peut se demander si cela est vraiment une coïncidence. Au terme de l'arc, que le roi Karl Fritz, premier roi derrière les murs, possédait le titan originel, un titan capable de soumettre les autres titans, d'effacer la mémoire de ses sujets, et de réaliser des constructions extraordinaires comme les murs d'enceinte. Ce titan originel se transmettrait de génération en génération, la famille Reis étant la branche légitime de la monarchie, à qui est échu ce pouvoir. Chaque hôte de l'originel semble être soumis à la volonté du premier roi,
lui interdisant d'utiliser son pouvoir pour éradiquer une bonne fois pour toutes les titans. Uli, le frère de Rod, et Frida, la fille de ce dernier, n'ont jamais pu l'utiliser pour ce but malgré leur volonté. Or, Uli est présenté comme un personnage sage et vertueux, alors que Frida comme une jeune fille chaleureuse et protectrice. Pourtant, aucun d'eux n'a jamais œuvré à libérer l'humanité, pour la simple et bonne raison que... Bon, alors, vous savez quoi, je vais devoir aller plus loin, ce qui va m'obliger à spoiler cette fois-ci des éléments qui sont en dehors de l'arc. Je suis obligé parce que sinon je vais pas pouvoir expliquer tout ce dont j'ai envie. Donc je vais devoir spoiler l'arc suivant, c'est-à-dire l'arc du retour de Shiganshina. On apprend à la fin de cet arc, via le journal de Grisha Yeager, que l'humanité n'a pas disparu, que l'ethnie des héros s'appelle les Seldiens, et qu'ils ont la particularité de se changer en titans. Fort de cet avantage, ils l'ont utilisé pour bâtir un empire qui a soumis tous les autres peuples. Suite à une guerre civile et un soulèvement, Eldia s'est effondré. Le roi Karl Fritz amena une partie de son peuple sur l'île du Paradis et dressa des murs pour protéger les siens. Il laissa un avertissement au monde, qu'on laisse l'île du Paradis tranquille ainsi que son peuple, et ils resteront dans l'enceinte du mur. Par contre, si le monde désirerait les attaquer, il déchaînerait toute la puissance des titans. Après avoir dressé les murs, entouré ceux-ci de quelques titans, le roi effaça la mémoire des siens, leur faisant oublier tout du monde extérieur et croire que le reste de l'humanité avait disparu. Celui qui détient le titan originel et qui est de sang royal est le dépositaire de ce savoir. Il a pour but de protéger les Eldiens derrière les murs, à la fois de l'extérieur, mais aussi d'eux-mêmes. Ainsi, le rôle du roi et de son gouvernement est de protéger son peuple, à la fois de l'extérieur, mais aussi de lui-même. Il le tient alors gardé derrière les murs, comme une cage, certes, mais une cage protectrice, quitte à lui enlever une partie de sa liberté, voire à utiliser des moyens oppressifs pour garantir sa finalité. Alors que depuis le début nous croyions que cette cage était représentée par les murs qui protégeaient les titans et que les titans étaient finalement une forme de cage, en fait on comprend que la cage s'est bâtie volontairement depuis l'intérieur au nom de la paix et de la sécurité. Si l'on peut ne pas être d'accord, le projet du roi Karl Fritz, premier roi des murs, ressemble étrangement à la théorie politique de Thomas Hobbes. でも俺は怖くねえんだよ。俺には王がいる。俺はこの壁の安泰と王を信じてる。俺たちのやってきたことは間違ってないと。Hobbes fait partie des grandes figures de la philosophie politique. Né à Westport, près de Malmesbury en 1588, il s'éteindra en 1679 en laissant derrière lui l'un des piliers de la philosophie politique, Léviathan. Et non, ce n'est pas l'évolution de Magikarp au niveau 36. Léviathan est l'aboutissement de la philosophie politique de Hobbes qu'il a déjà développé dans The Element of Law et le Dekiwe. Pour bien comprendre l'œuvre de Hobbes, il est nécessaire de la contextualiser. Il va vivre dans l'une des périodes les plus troublées de l'histoire anglaise, la Révolution anglaise qui comptera 3 guerres civiles successives de 1640 à 1651. Cette guerre oppose principalement le roi Charles Ier aux parlementaires menés entre autres par Olivier Cromwell. Cette guerre éclate suite à une série de désaccords entre le pouvoir royal et le pouvoir parlementaire, le premier n'ayant rien à carrer des revendications du second. En effet, Charles Ier avait mis de côté le Parlement durant la majeure partie de son règne, et lorsqu'il le réunit uniquement pour lever des impôts afin de financer la guerre contre les rebelles écossais, eh bien ça ne passe pas. Le Parlement, plutôt que de voter l'impôt, écrit une série de propositions pour renforcer le Parlement et diminuer le pouvoir royal. Le roi les renvoie copieusement dans les orties, ce qui va mettre le feu aux poudres. Malgré plusieurs tentatives de réconciliation, la crise politique, matinée de tensions religieuses et territoriales, a abouti à la décapitation de Charles Ier en 1649 et la victoire des parlementaires. Notre bon vieux Thomas est lui un fervent royaliste, et de peur que ses écrits antérieurs ne lui causent quelques soucis, part fissa en exil pendant 11 longues années. C'est sur le continent qu'il écrira son œuvre maîtresse, Léviathan, qui deviendra l'une des références de la philosophie politique. Souvent caricaturé, mal compris, on a souvent fait de Hobbes le grand méchant philosophe de la philosophie politique, ce dernier légitimement un état absolutiste ayant tous les pouvoirs pour mater cette terrible et violente créature qu'est l'homme. Bien sûr, tout cela est un peu plus complexe, l'homme n'étant pas chez Hobbes, comme beaucoup le croient, un loup pour l'homme. Mais il reste que sa théorie impressionne par sa radicalité et sa logique implacable. Cette logique,
C'est celle qui va animer la volonté du premier roi, Karl Fritz, lors de la fondation de son royaume derrière les murs. Ce royaume est pour ainsi dire une application littérale de la théorie hobbesienne, où la finalité est la sécurité des sujets. Pour bien comprendre cette similitude, nous allons revenir sur l'histoire de Karl Fritz à travers le concept de Léviathan. Sous le règne de Karl Fritz éclata une guerre civile, où les peuples soumis par Eldia se révoltèrent, soutenus par certaines maisons nobles eldiennes en possession de certains titans primordiaux. Nous sommes dans ce que Hobbes appelle un état de guerre. L'état de guerre, c'est un état sans état, au sens institutionnel, où il n'existe plus aucun pouvoir pour protéger les hommes et assurer leur sécurité. Si cet état de guerre est au début conçu à travers un état de nature fictionnelle, il existe concrètement pour Hobbes à travers des phénomènes comme la guerre civile. Chacun devient l'ennemi de chacun, car il n'existe plus aucun pouvoir capable de protéger et de limiter les actions des individus. Chacun agit en vue de sa préservation et de ses désirs. Aucune guerre civile n'est légitime pour Hobbes, car elle aboutit à un état de violence généralisée, où chacun peut être ennemi ou victime. On ne parle pas d'une tendance innée chez l'homme à faire le mal, mais de la recherche de sa préservation à tout prix, celle-ci n'étant plus assurée que par lui-même. Lassé de cette guerre incessante, ne pouvant assurer son rôle de protecteur du peuple, Karl Fritz prit la décision de quitter Eldia pour s'exiler sur l'île du Paradis, loin des vicissitudes de la guerre. La décision du roi s'inscrit dans une logique hobbesienne. La finalité de l'État et du souverain est d'assurer la sécurité de ses sujets. Or, les conditions sur le continent rendent cette finalité impossible. Il décide de partir en exil avec une partie de ses sujets. Fuyant l'insécurité de la guerre civile, les Eldiens exilés cherchaient la seule condition capable d'assurer leur préservation, la paix. Il décide donc de confier celle-ci au roi Fritz en le suivant dans son entreprise qui, elle seule, peut leur assurer cette paix. Cela ne peut passer que par la soumission collective à un pouvoir commun. Seul un tel pouvoir est apte à protéger les individus contre l'extérieur, mais aussi contre eux-mêmes. Ce pouvoir doit permettre l'industrie, l'agriculture et par extension une vie confortable en assurant la sécurité des biens et des personnes. Je suis garanti de pouvoir jouir de mes biens et que le fruit de mon travail ne sera pas usurpé. Pour cela, il faut confier tous les pouvoirs et toutes les forces à un seul homme ou un groupe d'hommes opérant par décision majoritaire. Cela revient, selon les termes de Hobbes, à confier à un individu ou à un groupe la personnalité de tous. Par personnalité, Hobbes entend ici le fait que chacun confie sa volonté et son jugement à une seule et même personne, ce qui implique une soumission à cette personne. C'est ainsi que les Eldiens acceptent de se soumettre au roi Fritz. Ce dernier va élever des murs pour les protéger de l'extérieur et effacer leur mémoire pour les protéger d'eux-mêmes. Le but de l'effacement a une double fonction. Supprimer le poids de la culpabilité due aux atrocités de l'histoire eldienne, mais aussi éviter que ressurgisse l'envie de conquête. Cloîtrés derrière les murs, les Eldiens perdent deux choses, leur liberté naturelle et leur droit naturel. La liberté naturelle est la capacité d'agir sans restriction, alors que le droit naturel est le droit de s'approprier chaque chose. En se soumettant à Fritz, les Eldiens perdent une grande partie de leur liberté naturelle ainsi que de leur droit naturel. Chacun confie une partie de sa force et de son droit au souverain afin de constituer un dieu mortel selon les mots de Hobbes, l'État. Celui-ci posséderait une puissance implacable, puissance qui permettra à l'État d'assurer la paix. Cette force, Fritz va l'exploiter en transformant certains de ses sujets en titans colossaux afin de bâtir les murs et en utilisant le pouvoir de l'Axe afin d'effacer leur mémoire. Certains groupes, comme certaines maisons nobles, les Ackermann ou les Asiatiques, résistant au pouvoir de l'Axe, passeront eux aussi un contrat avec le souverain pour maintenir le régime. Ainsi, Karl Fritz devient dépositaire de la force et de l'unité de son peuple à travers ce pacte. Cela est représenté de manière très concrète, le titan originel possédant l'Axe, de liens métaphysiques entre tous les Eldiens. Il est assez intéressant de noter que si la décision du roi Fritz est totalement hobbesienne, on retrouve carrément l'iconographie propre au Léviathan. Le frontispice de ce dernier représente un géant dont le corps est composé de milliers d'individus. Ce dernier représente l'État, le fameux Léviathan, et tient dans sa main la canne épiscopale qui symbolise le pouvoir religieux et l'épée qui symbolise la puissance armée. Des éléments que l'on retrouve dans la monarchie Fritz. De plus, on peut aller jusqu'à faire un lien entre la forme du titan originel de Karl Fritz, d'une hauteur de 60 mètres, et le Léviathan du frontispice. La similitude va jusqu'à l'apparence physique et l'iconographie que ne réunirait pas Isayama. Et bien sûr, on peut facilement lier ces deux monstres, que sont le Léviathan et le Titan, deux êtres gigantesques possédant une force implacable. Il est d'ailleurs intéressant de voir la similitude que l'on peut trouver entre la taille du Titan originel de Karl Fritz ou de Rodrace avec celui du Léviathan. Si pour Rodrace, ce dernier ne possède pas l'originel, son ascendance le fait se transformer en Titan de plus de 100 mètres,
qui se traîne lamentablement comme s'il ne possédait pas la puissance nécessaire du pacte pour se mouvoir. Un léviathan neurasthénique en somme. On passera sur le prénom même de Rhodes, qui renvoie naturellement au colosse de Rhodes, cette statue gigantesque qui aurait protégé le port de l'île du même nom. Par le pacte passé, Fritz dispose de tous les pouvoirs et peut les utiliser comme bon lui semble, afin d'assurer la sécurité, et par extension la liberté et la félicité au sein de l'État. Comme Hobbes, on est devant une théorie absolutiste de l'État, où ce dernier est libre de disposer de ses pouvoirs sans restriction, afin d'assurer sa finalité. L'État est tout-puissant, ce qui est la condition nécessaire pour assurer son but. Il assure la paix au sein des murs, empêchant les individus de se faire la guerre entre eux, tout en les protégeant des menaces extérieures. Cela suffit pour assurer la paix intramuros. Le désir d'aller par-delà les murs, que possèdent Erwin, Eren ou Armin, est un désir illégitime car cette liberté implique de dépasser les limites de la protection offerte par l'État. Si la décision hobbesienne de Fritz limite la liberté des individus, elle n'en assure pas moins la paix à l'intérieur du royaume, mettant fin à l'état de guerre où la vie humaine est animale, violente et brève. L'état de nature revient en force dès que l'on sort au-delà des murs, le pouvoir de l'État ne pouvant assurer la sécurité au-delà de ses limites. Ce grand léviathan qu'est la monarchie Fritz permet à lui seul un tel pouvoir, apte à protéger les individus contre l'extérieur, mais surtout contre eux-mêmes. De par son caractère absolutiste, cela justifie et légitime le recours à la force contre ceux allant contre les lois, menaçant la sécurité et donc la paix et la liberté à l'intérieur des murs. Si les lois du gouvernement comme l'interdiction de développer certaines technologies peuvent être choquantes, si le gouvernement n'hésite pas à recourir à l'assassinat, à la torture ou à la manipulation de la vérité, tout cela se justifie selon Hobbes et la dynastie Fritz devenue la famille Reiss. Toute loi est légitime en tant que loi produite par le souverain avec lequel nous avons passé un contrat et dont le but est d'assurer notre liberté. À partir du moment où on lui confie notre force, celui-ci a le droit d'en disposer comme il l'entend. Ce dernier peut recourir ainsi à tous les moyens possibles pour assurer sa mission. L'État est par essence toujours légitime dans ses actions. L'assassinat du père d'Erwin, du père Nick ou des parents d'Armin, oui, bon, il paraît que c'est eux, là, sur la montgolfière, apparemment, voilà. Aussi horrible soit-il, sont faits dans le but de protéger la paix et donc la sécurité du peuple. Cette légitimité vient de la soumission originelle des Eldiens, chaque génération renouvelant de fait pacte social. Or il faut, pour assurer sa mission, que l'État possède une force effroyable afin de contenir les passions humaines et les subjuguer. Ainsi, même si la sécurité réduit encore nos libertés, même si l'on doit faire périr certains allant contre les lois, tout cela a pour but le respect du contrat originel passé entre le souverain et le peuple. Sans sécurité, il n'y a ni liberté ni félicité. Il n'y a qu'un monde de violence où l'homme vit une vie animale et brève. C'est ainsi que d'un point de vue hobbesien, les agissements du gouvernement, si terribles semble-t-il, se justifient au nom de la sécurité de tous. Voilà le raisonnement à l'origine de la décision du roi Karl Fritz, une position totalement hobbesienne, souhaitant tirer son peuple de l'état de guerre propre au monde. Cette théorie politique rend toute rébellion illégitime, toute scission criminelle, même si l'on a des bonnes raisons. Même si les élites sont corrompues, même si les libertés se réduisent de plus en plus, c'est selon Hobbes toujours mieux que la guerre civile qui replonge l'homme dans un état de guerre. Même Erwin reconnaît la légitimité possible du gouvernement, et Pixis semble au début préférer un gouvernement corrompu qu'une guerre civile. Mais l'opposition du bataillon d'exploration au gouvernement témoigne d'une filiation avec une autre théorie politique, une autre conception de la liberté, celle d'habiter et de connaître le monde. Merci à tous. Pour ceux qui veulent approfondir la question politique chez Hobbes, vous pouvez écouter le podcast qu'on avait fait avec Anne, une spécialiste de Hobbes, sur la chaîne. N'hésitez pas à commenter, à me dire si tout cela ne va pas trop loin. Vous pouvez suivre l'actualité de la chaîne via la page Facebook ou Twitter. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!